Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo bilan au bout de 2 mois et demi d'utilisation du Fuji X-T5. J'ai expliqué il y a quelques vidéos pourquoi j'arrêtais avec Canon, mais j'aurais pu aussi arrêter avec Sony, Panasonic, je veux dire... Ce qui m'intéressait, moi, c'était de revenir à un boîtier avec lequel on prend plaisir à faire des photos, éventuellement des vidéos aussi, parce qu'il est très bon en vidéo, bien entendu, ce boîtier. Plaisir dans le sens où, vous le savez, je pense, je vous explique rien, mais ce boîtier, évidemment, avec toutes ces molettes de contrôle, éventuellement la bague d'ouverture quand il y en a une, alors pas ici, parce que là j'ai mis le Sigma 10-18, on va en reparler un peu des objectifs. C'est un boîtier qui fait juste plaisir à utiliser, vous pouvez régler tout, même boîtier éteint, voilà, au niveau du poids, le boîtier lui-même fait 550 grammes avec batterie et les deux cartes mémoire. Quand vous lui adjoignez un objectif comme ce 10-18, vous avez un combo qui est absolument inaccessible en termes de poids au plein format, très clairement, ou en tout cas un plein format qui aurait toutes ces caractéristiques et ces qualités-là. Donc, moi, c'est exactement finalement ce que je recherchais après réflexion, comme j'avais expliqué dans ma vidéo pourquoi j'abandonne Canon. Et évidemment, ce boîtier, j'en suis pas déçu. Alors, très rapidement, au niveau des objectifs que j'ai choisis, si ça vous intéresse, donc le Sigma 10-18, je vais y revenir en vous montrant pas mal de photos de mon dernier petit voyage, où il m'a accompagné, où il a fait 80% des photos. Alors celui que je vous présenterai pas parce que c'est celui qui me filme, qui est un excellent objectif également, mais c'est une focale fixe, c'est le 23 mm 1.4 de Fuji, la dernière version, pas l'ancienne, bien entendu. Alors c'est un objectif qui est très bon, c'est sûr. Il est très piqué déjà à 1.4. Alors bon, vous voyez là je filme à 1.4. Alors en vidéo c'est toujours plus difficile de se rendre compte, surtout avec la compression YouTube. Mais en photo, il est vraiment excellent. Cet objectif, c'est, pour rappel, c'est l'équivalent du 35 mm, donc très polyvalent en photo comme ça, un peu de rue, comme on dit, mais pas que. Ensuite, donc celui qui est arrivé un peu sur le tard, j'en ai déjà parlé dans les deux vidéos précédentes sur ma chaîne, c'est le 16-55 2.8 Mark II de Fuji. Alors pourquoi? Parce que il n'était pas du tout en stock. Je l'ai attendu plus de 2 mois, tout simplement. Et dans mon voyage, vous allez voir les photos, je l'avais pas encore reçu, malheureusement. Et j'ai eu un commentaire là sur une vidéo dernièrement d'un utilisateur qui se demandait comment j'avais eu la chance même de l'avoir déjà cet objectif, parce que lui, ça fait 5 mois qu'il l'a commandé et qu'il l'a toujours pas. Voilà. Alors d'ailleurs, à ce propos, si on regarde actuellement, cet objectif est en promotion, il y a 10% de remise par Fuji, je veux dire, c'est pas juste une enseigne qui fait 10%, par Fuji, alors qu'il est pas encore en stock chez beaucoup de monde. Donc moi je me suis fendu quand même d'un mail à Fuji, j'attends la réponse, je vous dirai d'ailleurs si ça vous intéresse. Pour dire que moi je l'ai reçu, cet objectif, le 12 juin, et que le 16 juin, donc 4 jours après, il commençait la promo avec 10% de remise, ce qui fait quand même 130 € de réduction sur cet objectif, ce qui n'est pas non plus négligeable. Je trouve que c'est un peu abusé, sachant que les gens qui l'ont commandé comme moi, voire avant moi, qui l'ont toujours pas à la limite, ne peuvent même pas bénéficier en plus de cette promotion. Je pense que Fuji, il faut faire quelque chose là, vraiment. Alors ensuite, un objectif que j'ai beaucoup aimé quand j'avais le XH2S et le XS20, c'est le 70-300 f4 f5.6. Je l'aime beaucoup cet objectif juste pour ça, enfin pas juste, n'exagérons pas, mais pour son ouverture d'abord, parce que mine de rien maintenant, des focales qui vont jusqu'à un équivalent 450, parce que là c'est bien ça, qui sont ouvertes à f5.6, c'est plus si courant que ça, en réalité, surtout
quand c'est aussi compact que ça. Alors ça, c'est la force de Fuji, bien sûr, qui développe des objectifs pour la PSC, bien sûr. Et donc, ce 70-300 pèse 580 grammes, hein, c'est-à-dire que monté sur le XT5, on a un ensemble, là aussi, qui, en termes de puissance de zoom est totalement inaccessible en termes de poids, hein, pardon, je veux dire, et de puissance de zoom est totalement inaccessible évidemment au plein format. Donc voilà, donc c'est aussi un plaisir vraiment d'utiliser cet objectif en longue focale. Alors vraiment, je le connaissais celui-ci, donc je l'ai racheté sans sourciller. Alors attention, hein, il n'est pas non plus parfait au niveau piqué, notamment à 300 mm et tout, mais enfin, il fait largement bien le job, hein, il fait bien ce qu'on lui demande. Et si on veut vraiment de la plus longue focale, on a ce qu'il faut aussi en monture Fuji. On a le Sigma 100-400 avec lequel j'ai beaucoup hésité, hein, j'avoue. Le 100-400, il se trouve que je l'ai eu en monture Sony. Et donc, je sais très bien que en monture Sony, je le prenais très rarement finalement avec moi, parce que c'est un objectif qui pèse tout simplement 2 fois le poids, hein, de ce 70-300, et qui est nettement plus long, hein, et plus large aussi, beaucoup plus encombrant, quoi, tout simplement. Et donc, c'est pas forcément plaisant à emmener partout, alors que celui-ci, vous l'emmenez partout, il n'y a pas de souci. Voilà, donc mes 4 objectifs, en tout cas pour l'instant en Fuji avec le XT5. Et on va parler quand même tout de suite des objectifs qui vont bien sur le XT5, parce que tous ne vont pas bien, hein. Donc moi, il se trouve que j'avais acheté à un moment, j'ai commandé le 23 mm f2. Hein. Parce que je me suis dit, le 23 mm f2, il est très compact, hein, cet objectif. Sur le XT5, il ferait un peu finalement comme ce 10-18, ça fait un boîtier génial à manipuler comme ça, voilà. Sauf que j'ai fait quelques photos avec, notamment quelques portraits, et j'ai vite déchanté, je l'ai renvoyé, hein, dans le délai de rétractation, parce que, je l'ai expliqué, hein, dans une de mes vidéos précédentes, ça allait pas au niveau piqué à pleine ouverture. En tout cas, là on voit bien, hein, le fait d'avoir 40 mégapixels, ça quand même impose quelques limitations, ou en tout cas, je sais pas ce qui valait sur le capteur 26 mégapixels, hein, cet objectif, mais là c'est sûr qu'à pleine ouverture, il peine vraiment trop sur le capteur 40 mégapixels en termes de piqué, voire en termes d'aberration chromatique. Alors qu'évidemment, le nouveau 1655 est excellent, hein, ça, il n'y a aucun doute. Le 23 mm 1.4 qui me filme est prévu pour ce capteur 40 mégapixels également, il n'y a aucun souci. Et ce petit 10-18 ici fonctionne parfaitement bien. Lui, en revanche, par rapport au 23 mm f2 de Fuji, lui, il marche très bien et les images sont piquées, vous allez le voir de toute façon. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire de ce XT5? C'est un compagnon qu'on a envie d'emmener avec soi partout, ou presque, hein. C'est-à-dire que c'est l'envie que je n'avais plus moi avec mes précédents boîtiers, et surtout le dernier, qui était le Canon R5 II, un excellent boîtier au demeurant, ça n'est pas le sujet, hein, je vous rappelle, je l'ai largement expliqué, je pense, dans la vidéo concernée. Lui, par contre, on a envie de sortir avec. Hein, c'est sûr que les gens, ils vous regardent plus sympathiquement que quand vous avez un gros boîtier qui fait un peu pro, quoi. Là, vous voyez, avec un boîtier rétro, un peu comme celui-ci, c'est sûr que c'est sympa. Mais en plus, surtout, vous avez pas l'impression, comme j'avais dit dans ma vidéo, de faire des photos avec un ordinateur, hein. Vous réglez tout, vous prenez le temps. Enfin, le temps... ça va largement aussi vite que avec un boîtier PASM, hein, attention, hein, c'est pas parce qu'il a ces molettes là qu'il est lent à régler, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que c'est pratique et surtout ça fait plaisir, hein. Donc la molette bien sûr des vitesses, la molette des ISO, et quand c'est un objectif qui a la bague d'ouverture, on a parfaitement le triangle d'exposition sous la main, hein, la compensation d'exposition ici, et en plus on a 2 molettes supplémentaires
Alors ces molettes, classiquement, on peut les utiliser pour affiner par exemple le réglage des ISO ou le réglage de la vitesse, parce que sur, par exemple, si je prends la vitesse, on est sur des incréments de stop entiers, hein, et si on veut par exemple des tiers de stop, on affine avec la roulette arrière. Ça c'est une utilisation, hein, il y en a d'autres parce qu'on peut programmer ce qu'on veut évidemment sur ces roulettes, et puis surtout elles sont cliquables toutes les deux, hein, et ça c'est vraiment super. Donc le clic, bon, on peut mettre aussi différentes fonctions. Celui qui est par défaut et que moi j'ai laissé sur la molette arrière, c'est tout de suite le zoom dans l'image. Alors on peut le faire aussi en appuyant sur le joystick. Par contre, quand vous êtes vraiment en prise de vue et notamment en mise au point manuelle, le fait de cliquer sur la molette, tout de suite ça vous agrandit l'image pour la mise au point manuelle. Et c'est très pratique. Et la molette avant, elle est cliquable pour changer en fait de mode. C'est-à-dire que, on va dire que par défaut, moi je la mets pour l'ouverture, pour justement mon seul objectif qui n'a pas de bague d'ouverture, qui est ce Sigma 10-18, hein, pour pouvoir régler l'ouverture. Mais si vous cliquez un coup, elle peut vous servir à régler les ISO. Encore un autre coup, la compensation d'exposition, si vous n'avez pas envie de passer par la molette de compensation d'exposition. Ou si vous n'avez pas envie, alors là c'est un peu plus subtil, de passer par la molette des ISO, parce que la molette des ISO, elle vous donne pas accès au réglage par exemple des ISO automatiques, hein. Alors que là, si vous y allez par la molette en tournant, vous allez trouver la position qui vous permet d'accéder à vos ISO automatiques si vous voulez y changer des paramètres, hein. Donc voilà, vraiment très bien à ce niveau-là. Après, au niveau de la personnalisation, je vais peut-être pas vous embêter avec la façon dont je l'ai personnalisé. S'il y en a que ça intéresse, vous me demanderez, à la limite, je referai peut-être une petite vidéo juste là-dessus, hein, mais là, c'est peut-être pas l'objectif. Bon, sachez quand même, on a quand même pas mal de personnalisation. Moi qui viens de chez Canon, on a plus de personnalisation, beaucoup plus, hein, que chez Canon. Bah, rien que le fait qu'on ait les deux molettes ici, plus qu'on ait déjà de toute façon la vitesse ici, la compensation d'exposition ici et les ISO ici, hein, et plus les 4 boutons du pad, plus les boutons AEL, AFL, le bouton du Q-menu, et puis un bouton ici sur le dessus, et enfin un bouton ici sur le devant, il y a de quoi se faire un boîtier vraiment à sa main, hein, avec ce XT5. C'est parfait. L'écran, bon, bah, j'y reviens rapidement, hein, évidemment, c'est toujours l'éternel débat sur faut-il un écran sur rotule ou pas. Moi, j'étais très pour les écrans sur rotule, hein, et puis c'est vrai que en réalité, le fait de pouvoir rester dans l'axe tout le temps, et puis même comme ça, hein, je veux dire, en position portrait, bah c'est quand même bien, hein. C'est sûr que c'est quand même plus plaisant, hein. Et en photo, notamment un petit peu de rue, comme on dit, quand vous voulez être discret, vous le mettez comme ça. Voilà, hein. C'est sûr que c'est plus discret que le truc déplié sur le côté, que vous appuyez ici sur votre poignet. Bon, hein, voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est sûr, c'est bien. Maintenant, c'est sûr que quand on a vraiment besoin de faire une vidéo, par exemple, comme je suis en train de faire, ça nécessite un écran externe, forcément. Et si on a envie de se faire un petit selfie, bah, on le fait un peu au petit bonheur, quoi. Voilà. Bon, allez. Le capteur 40 mégapixels, bon, moi j'arrive du Canon R5 II, je l'ai expliqué dans ma vidéo où j'ai expliqué pourquoi j'arrêtais Canon. S'il y a un truc que j'ai gardé, c'est cette résolution, hein, entre guillemets haute résolution, parce que oui, c'est vrai qu'elle apporte quand même satisfaction. Elle a aussi des conséquences, hein, c'est-à-dire que la montée ISO est un petit peu moins bonne que si c'était le capteur 26 mégapixels. Donc ça sera le sujet de ma prochaine vidéo, puisque j'ai aussi le XM5 là qui est en train de me filmer et qui lui a un capteur de 26 mégapixels. On fera un petit comparatif, hein, en montée ISO notamment, entre le capteur 26 mégapixels et ce capteur 40 mégapixels. Alors, alerte spoiler, je vous le dis tout de suite, la différence, il faut monter quasiment à 12 800 ISO pour vraiment s'en rendre compte, hein. Donc,
il monte très bien dans les ISO, hein, le XT5, c'est pas un souci. Et quand derrière on a évidemment des logiciels comme DxO Pure RAW, bon, on se fait pas trop de soucis en vrai, hein. En vidéo, on peut monter aussi dans les ISO, hein, c'est vraiment pas un problème. Alors évidemment, si vous filmez tout le temps en très basse lumière à 12800 ou 25600 ISO, c'est peut-être pas le boîtier qu'il vous faudra, mais voilà. Donc dans ce cas-là, prenez une Sony FX3. Parce que je vois pas trop dans les boîtiers un peu hybrides et pas les pures vraies caméras très chères. Il y a bien que la FX3 qui peut filmer à des ISO pareils. Il faut en avoir un besoin fréquent, on va dire. Voilà, c'est sûr que ce capteur 40 mégapixels, il apporte des possibilités de crop, hein, qu'on a moins avec le capteur 26 mégapixels. J'enfonce un peu des portes ouvertes, mais on va le voir sur une photo notamment, hein, pour bien s'en rendre compte, hein, au cas où on en douterait. Voilà, alors après, bien entendu, moi qui viens du R5 II, qui avait donc qui a toujours un capteur empilé, ça a été la nouveauté bien sûr sur cette série 5 de Canon, hein, le R5 II a amené le capteur non seulement haute résolution mais en plus empilé, et évidemment sur les photos, on va dire, d'action très rapide, ou certaines vidéos aussi, ça fait une différence, hein, très clairement. Oui, ce capteur fait du rolling shutter plus nettement, hein, qu'un Canon R5 II, c'est sûr. Alors, maintenant, c'est sûr que sur certaines photos, c'est embêtant. En vidéo, moi, ça m'a jamais gêné, le rolling shutter, hein, parce que je pense que je fais pas de vidéo où vraiment ce rolling shutter se manifeste de manière criante, quoi. Par contre, je fais des fois des photos où effectivement, je le vois très bien. Alors c'est notamment tout ce qui est photo vraiment d'action rapide. Alors moi les photos d'action rapide c'est surtout les photos des petits oiseaux là, vous savez. Et là suivant la position de l'oiseau, la façon dont il s'envole et puis le plan sur lequel il va s'envoler aussi, on peut avoir beaucoup de rolling shutter, notamment dans le mouvement des ailes ou pas d'ailleurs, hein. C'est un petit peu au petit bonheur la chance, mais en tout cas oui, c'est sûr que ça fait une différence. Voilà, donc bon, il n'y a pas de capteur empilé dans ce boîtier. J'ai eu aussi un Fuji X-H2S, hein, donc je sais aussi ce que c'est que d'avoir un capteur empilé en APS-C, hein. C'est très satisfaisant aussi, mais encore une fois, moi ma pratique et mon questionnement m'a amené à ce XT5, et c'est pas pour racheter un X-H2S, je veux dire, voilà, hein, donc c'est clair. C'est sûr que s'il avait un capteur empilé, ça serait encore mieux, hein, je dis pas le contraire, mais visiblement, ça serait trop contraignant, je pense, en APS-C pour l'instant, en tout cas en l'état de la technologie, d'avoir à la fois 40 mégapixels et le capteur empilé, parce que on le voit déjà en plein format, hein, le Canon R5 II, on sait qu'il a un petit peu régressé quand même en montée ISO et en dynamique par rapport au R5 d'origine, hein, celui qui avait donc pas de capteur empilé mais 45 mégapixels également. Le capteur empilé, il impose toujours une petite dégradation, hein, voilà, plus la haute résolution aussi. Donc en APS-C, je pense que pour l'instant c'est trop. C'est pour ça qu'on n'a pas de capteur empilé à haute résolution en APS-C pour l'instant. On verra bien ce que nous prépare Canon avec le futur R7 Mark II, qui, d'après certaines rumeurs, pourrait arriver cette année en 2025. On verra bien, hein. Le fait est que, pour l'instant, voilà ce qu'on a en haute résolution, qui n'est pas compatible avec les capteurs empilés. Alors, dernière chose avant de vous montrer une petite série de photos, je voulais vous montrer aussi ce que donne, on va faire le changement ensemble, hein, le 1655 de 8, parce que moi ce qui m'intéresse sur ce combo, si vous voulez, c'est le poids que ça pèse, hein. Donc là vous avez un équivalent, du coup 24,82,5, on va dire 24,82 quoi, si c'était du plein format, ouvert à 2,8, alors c'est le 2,8 de l'APS, c'est certes, hein, pour le triangle d'exposition c'est quand même bien du 2,8, par contre pour la profondeur de champ, ça équivaut à peu près du F4 du plein format. L'ensemble ici pèse un petit peu moins d'1 kg.
hein. J'ai vérifié vraiment sur ma balance, donc les données constructeurs sont parfaitement justes, hein. Cet objectif pèse vraiment 410 grammes, hein, très clairement, et ce boîtier avec sa batterie et les 2 cartes mémoire pèse 550 grammes. 550 plus 410, hein, je vous laisse faire le calcul. On reste sous le kilo pour cet ensemble ultra polyvalent et haut de gamme, hein, quand même, mine de rien. Donc ça, c'est la force de la PSC et de ce Fuji en particulier, hein, parce que non seulement on reste sous le kilo, mais encore une fois, j'insiste, on travaille avec un boîtier qui est vraiment plaisant à utiliser. Donc voilà pour ça. J'ai dit que je vous montrais quelques photos. Alors, donc je n'avais pas ce 16-55 lors de mon dernier petit voyage en Italie au lac Majeur. Excellent endroit, hein, très photogénique, s'il y en a qui connaissent parmi vous. Alors sur le lac Majeur, on a ce qu'on appelle les îles Borromée, hein, sur lesquelles je me suis rendu. Donc, avec ce XT5, vous voyez, j'étais beaucoup plus à l'aise, par exemple, qu'avec le R5 II pour le sortir à tout bout de champ, hein. Et ben, je vous montre une série de photos, alors soit au bord de ce lac Majeur, soit sur les îles Borromée. On se reprend après et puis on parle de la rafale du rolling shutter aussi sur une photo d'action. Et puis on regarde un peu ce que donne la haute résolution. Allez, je vous laisse regarder une petite série de photos. Alors, je précise quand même, hein, elles sont faites donc au XT5, la plupart avec le, pardon, il est là, le 10-18 f2.8, donc 2 Sigma, et quelques-unes avec le 23-1.4 qui est en train de me filmer, et une ou deux, dont une photo de la Lune que vous allez voir, qui est faite avec le 70-300 que j'avais pris aussi. Bon visionnage, on se retrouve juste après pour parler de la suite.
voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Alors évidemment, c'est des photos qu'on aurait pu faire avec n'importe quel autre appareil photo, je ne dis pas le contraire, à condition d'avoir quand même aussi l'ultra grand angle, hein. Mais encore une fois, là c'était un plaisir de les faire avec ce boîtier et cet objectif également. Alors, parlons donc un petit peu quand même de ses capacités en photo d'action, parce que bien entendu, si vous allez voir des reviews quand ce boîtier est sorti, beaucoup ont dit, alors Fuji a choisi de mettre le capteur 40 mégapixels, donc c'est vraiment pas un appareil fait pour la photo d'action. En plus, l'autofocus à sa sortie, en tout cas, était pas merveilleux. Il y avait un progrès par rapport au XT4 quand même, hein, bien sûr. Notamment au niveau des détections, ça a quand même rien à voir, hein. Et au niveau des capacités aussi en basse lumière, c'est bien meilleur qu'un XT4, je peux vous le dire, parce que j'ai eu un XT4. Hein. C'est un autofocus qui se rapproche vraiment du X-H2S hein, que j'ai eu aussi. Le X-H2S, lui, il a un capteur empilé, donc il est un petit peu plus rapide. Mais enfin, moi, je vois pas une grosse différence. Hein. De toute façon, je l'avais dit quand j'avais le XS20, je voyais quasiment pas de différence avec le X-H2S en termes de rapidité autofocus. Bon, ouais, ce XT5, en tout cas avec toutes les mises à jour, hein, évidemment, parce que moi je ne l'ai pas acheté du tout à sa sortie. Il a bien la toute dernière mise à jour, je crois que c'est la 4.2, hein, et l'autofocus. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, bien entendu, c'est pas quand même l'autofocus du Canon R5 II, hein, bien entendu. Mais pour des utilisations courantes et même un petit peu dynamiques, il fait tout à fait le travail, il n'y a aucun souci. Alors après, quand ça commence à aller vite, ouais, il est moins rapide qu'un autofocus comme Canon, c'est sûr. Je dirais pas forcément que par rapport à Sony, hein, parce que je parle de Canon, j'ai eu aussi des boîtiers Sony, notamment la 7.4. L'autofocus de Sony n'est pas si rapide, hors capteur empilé évidemment, ou obturateur global comme sur le A9 III, mais là on parle que de boîtier à plus de 7000 €. Hein. Je veux dire, ils n'ont pas sur leurs autres gammes, ils n'ont pas un autofocus qui est si rapide que ça. Il est très bon lui aussi en détection, même sans doute meilleur encore, hein, bien sûr que le Fuji. Il colle beaucoup plus les sujets, mais il n'est pas forcément plus rapide sur un suivi de sujets en mouvement. Hein. Ça, voilà, que ce soit clair. Le suivi des sujets en mouvement se passe bien. Écoutez, je vous montre maintenant une photo que j'ai faite hier, hein, tout simplement sur ma terrasse, d'un petit oiseau là qui décolle. Et bah voilà, hein, ça va quand même. Hein. Donc ça, c'est fait avec la Rafale à 20 images par seconde, qui est la Rafale maximum en obturation électronique. C'est fait avec le 70-300 à 300 mm évidemment. Quand on est à 20 images par seconde sur le XT5, on est obligatoirement croppé à 1.29. Le crop 1.29, il est imposé, hein, c'est un recadrage pour arriver à faire 20 photos par seconde. Mais comme vous partez d'un capteur 40 mégapixels, ça vous donne exactement des photos de 24 mégapixels. Sachant que lui, il va cadrer comme un 450. Vous faites la multiplication, hein, je veux dire, ça fait, je sais plus, j'avais fait moi, ça fait un 570 par là, un équivalent quoi. Hein. Sur 24 mégapixels, c'est comme si en bout de zoom, ça faisait à peu près un équivalent 570 mm sur le plein format. Ça donne donc les photos que vous venez de voir. Bah écoutez. Franchement, ça va. Alors évidemment, ces photos ne sont possibles que parce que ce boîtier a bien sûr le prédéclenchement. Ça, je le dis, je crois, à chaque vidéo. Vous vous privez, alors surtout sur les boîtiers Sony, hein, vous vous privez de ces photos-là automatiquement si vous n'avez pas le prédéclenchement. Alors, ce boîtier, même si, soi-disant, il n'est pas fait pour la photo d'action, il a le prédéclenchement. Il a une Rafale à 20 images par seconde, ce qui est bien meilleur qu'un Sony A7 IV, hein, par exemple, ou même un A6700, hein, tout simplement. Et le buffer, lui, par contre, est très court, mais, encore une fois, il est très court si vous utilisez notamment la Rafale à 20 images par seconde,
et le prédéclenchement. Dans les deux photos que je viens de, les deux trois photos que je viens de vous montrer, en fait, l'appareil n'a pas atteint le buffer, quoi. Ben, tout simplement que les photos que vous avez vues, elles sont prises pendant la phase de prédéclenchement. C'est-à-dire que après, une fois que moi j'ai réellement appuyé sur le déclencheur à fond, l'oiseau était déjà plus dans le cadre, donc de toute façon, j'ai même pas appuyé réellement sur le bouton plus d'une seconde. J'ai appuyé beaucoup moins d'une seconde d'ailleurs, mais les photos, elles étaient toutes faites avant, quand j'avais le doigt à moitié appuyé pour faire la mise au point et qu'il enregistrait des photos pendant ce temps-là. Donc le buffer faible, dans ce cas-là, c'est pas un souci. Maintenant, c'est sûr que si vous avez besoin de faire une rafale à 20 images par seconde de 3-4 secondes, c'est pas possible sur ce boîtier. Moi, il faudra qu'on me dise un jour quelles sont les utilisations où on a besoin de tenir ces rafales de 20, 30, 40 images par seconde pendant 3-4 secondes. Personnellement, j'en ai pas, mais même en réfléchissant, j'en vois pas forcément. Donc, vous me direz. Donc moi ça me va très bien, ce qui me va moins c'est des fois le rolling shutter évidemment, mais j'en suis conscient, hein, bien sûr, c'est pas pour ça que je reprendrai un boîtier à capteur empilé et tout, qu'après j'ai pas envie de sortir, je veux dire, hein, on revient toujours dans le même schéma, tant pis, je fais avec, je vis très bien avec, et vous avez vu les trois photos que je viens de vous passer, ça va quand même pas mal, hein. Et puis, je reviens vite fait sur les 40 mégapixels. Hein. On reprend une photo là d'Italie, tout simplement. Voilà, cette île Borromée là. C'est parti. Voilà. Hein. Je pense que ça se passe de commentaires. Si vous avez 40 mégapixels, voilà comment vous pouvez recadrer. Hein. Et si vous avez 24 ou 26, vous pouvez recadrer aussi. Attention, hein, je dis pas l'inverse. Mais pas autant, hein, ou alors vous allez perdre vraiment en définition, je veux dire en piqué, hein, sur l'image évidemment, parce que vous avez commencé le manque de définition va commencer à se faire sentir, parce que là j'ai quand même sacrément croppé, hein. Qu'on soit bien d'accord, je vous laisse voir si je dézoome maintenant, hein, on est d'accord. Voilà. Bon, et écoutez, ça sera tout pour ce premier petit bilan. Moi, c'est un boîtier que j'adore. Ah oui, j'ai pas parlé quand même un peu de l'ergonomie, de la prise en main, parce que c'est quand même important. Hein. Évidemment, quand vous arrivez dans d'un boîtier comme un R5 II, même un R6 II, enfin tous les boîtiers hybrides classiques du marché, ici, vous n'avez pas la grosse poignée. Alors, moi, je me rappelle du XT4, hein, simplement, je trouvais que la prise en main était très moyenne, et je sais que quand ils ont sorti le XT5, ils ont redessiné cette poignée, alors en plus, il est plus léger que le XT4, et là, franchement, ça le fait. C'est-à-dire que, bon, ça va peut-être pas passer comme ça, moi j'ai d'assez grandes mains, ils ont fait de manière à ce que ça vienne bien s'arrêter sur la première phalange là, en fait. Et franchement, alors oui, c'est pas aussi bien que d'avoir une vraie poignée, mais tant que vous mettez pas un objectif qui pèse 1 kg, et moi j'en ai pas qui pèse 1 kg, je rappelle que vous avez un boîtier qui pèse 550 grammes tout compris. Hein. Là, par exemple, vous avez un objectif qui pèse 410 grammes dessus. Et quand vous le tenez comme ça, c'est d'une maniabilité qui est assez, qui est remarquable, hein, vraiment. Hein. Et donc, ouais, non, il tient très bien en main. Et puis, j'ai pas parlé non plus du viseur que je trouve très bon. Voilà. Franchement, j'ai eu des boîtiers avec le viseur 2,3 millions de points comme le XS20. C'est aussi, soit dit en passant, ce qu'ils ont mis ils ont osé mettre dans un boîtier à, je sais plus là, 1700-1800 €, comme le X5. Celui-là, il fait une sacrée différence, hein, c'est clair. Et pour avoir eu le XH2S ou le Canon R5 II il y a pas longtemps, qui ont des capteurs d'encore plus haute résolution. Alors honnêtement, je vois pas de différence, moi, l'œil dans le viseur,
par rapport à celui-ci. En plus, celui-ci, là aussi, j'ai été revoir un petit peu si vous voulez, les chiffres, parce que je me disais par rapport au XT4, il me laissait pas ce souvenir-là. Le viseur était bon, hein, mais quand même, celui-là me paraissait plus spacieux, et j'ai été revoir les specs. Ils ont agrandi le grossissement du viseur sur le XT5, et ça se connaît. C'est un super viseur, vraiment. Moi, je le classe dans les meilleurs viseurs que j'ai pu avoir sur mes boîtiers, et j'en ai eu quand même quelques-uns. Donc ouais, super aussi. Voilà. Ah oui, et puis bon, j'ai oublié de parler de ce petit switch pour l'autofocus qui manque sur les XH, hein, là, clairement. De même que les molettes cliquables, hein, que les XH n'ont pas non plus. En plus de pas avoir les roues d'ISO et de vitesse, ils ont en plus pas les roulettes cliquables, et ils n'ont pas de troisième roue, ils n'ont pas de roue de compensation d'exposition. Donc c'est pour dire que la série XT à un chiffre de Fuji est beaucoup plus agréable à utiliser. Moi, je trouve que les XH2, la XH2S sur le terrain, hein, en tout cas, c'est sûr. Voilà. Et puis, donc, je disais, ça aussi, hein, vous l'avez pas sur les XH2, XH2S, c'est quand même super. Hein. Parce que, bon, on a pris l'habitude maintenant d'être tout le temps en AF continu, mais il y a des fois quand même, ça a du bon de revenir en AF single, hein. Parce que quand vous prenez quelque chose, un sujet qui bouge pas, vous n'êtes pas à l'abri que votre autofocus continue, même si les algorithmes maintenant font très bien la mise au point, sont un tout petit peu moins précis que l'autofocus single. Et moi, je le remets volontiers. Et puis surtout, dès que vous voulez faire de la mise au point manuelle, bah voilà, c'est facile, hein. Donc ça, c'est un truc aussi super, moi je trouve, sur ces boîtiers. Alors, on va quand même terminer avec les défauts, parce que sinon, évidemment, vous allez dire que, en gros, je suis vendu à Fuji et au XT5 en particulier. Non, si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous savez que je suis pas affilié à une marque, hein, ça c'est sûr. Dans les défauts, moi ce que je relève, c'est que je trouve que la qualité globale, hein, des molettes et tout, et pas dingue, ça sonne un peu plastique, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'un Nikon ZF, par exemple, est mieux construit, hein, tout simplement, et bah, il est beaucoup plus lourd, beaucoup plus gros aussi, hein. Mais puis il n'a pas 40 mégapixels. Mais c'est pour avoir une base de comparaison. J'ai été voir des forums et puis des vidéos anciennes, pour le coup, d'utilisateurs professionnels là, de ces boîtiers, et qui regrettent effectivement la construction du XT2 ou du XT3. Jusqu'au XT3, c'était vraiment une construction très haut de gamme. Et à partir du XT4, et notamment avec ce XT5, Fuji est redescendu en gamme dans les matériaux utilisés. C'est un petit peu dommage. Alors, moi, je suis amateur. Je pense que ça va tenir quand même dans le temps, hein, faut pas exagérer. Mais effectivement, un pro, c'est sûr que par exemple, les XH, là, c'est vraiment construit beaucoup plus sérieusement, quoi, on va dire. Ça fait un peu moins toc, globalement. Alors, j'aime pas dire ça parce que c'est pas un appareil qui fait toc, mais ouais, c'est un petit peu décevant à ce niveau-là, voilà. Après, pour le reste, moi, j'ai pas de défaut. L'autofocus, ben, moi, il me va bien, hein, pour ce que je fais. Et puis, je veux dire, il va bien tout court, hein, aujourd'hui, quand même. Si vous voulez, moi, j'ai fait beaucoup de photos quand mes enfants étaient plus jeunes et qu'ils avaient des activités sportives avec un Nikon D200. Qui avait un autofocus qui était considéré à l'époque comme très bon, hein, voilà. Bon, ça c'est un sacré niveau au-dessus, hein, je veux dire. Voilà, pour moi, il suffit d'avoir des références un peu plus anciennes pour savoir que ça va très bien. Alors maintenant, si on est un professionnel du sport, notamment, ou de la photo animalière qui va très très vite, ouais, avec Fuji, c'est peut-être un peu limite, hein. Alors surtout pour le sport rapide, hein. Là, je pense effectivement, hein, très clairement, mais moi c'est pas mon utilisation, donc voilà, ça me va très bien. Et si jamais à un moment ça me va plus au niveau justement de l'autofocus, de la cadence rafale, parce que 20 images par seconde c'est bien, mais pour les photos que je vous ai montrées,
c'est limite, hein. C'est-à-dire qu'entre celle que je vous ai montrée et puis celle d'avant ou celle d'après, il y a un gros écart parce que le petit oiseau, ça va tellement vite qu'à 20 images par seconde, on n'a pas une décomposition du mouvement si folle que ça, hein. Donc, je veux dire, le X-H2S par exemple, il avait 40 images par seconde, je vois bien la différence, hein, ou le Canon R5 II que j'ai eu aussi, le R6 II, pardon, qui avait 40 images par seconde aussi en rafale. Là, voilà, donc je me dis, bon, on va voir si Canon nous sort un R7 II vraiment très performant à ce niveau-là, et en rafale, et en autofocus, et avec un capteur en pied, et tout pour la photo vraiment d'action, et notamment animalière aussi. Et puis, je verrai bien ce que je fais. De toute façon, j'ai pas des finances infinies non plus, mais c'est sûr, lui, je m'en séparerai pas, par contre. Et puis, j'irai pas acheter un X5, là, hein, j'ai fait une vidéo dessus juste avant, parce que le X5, il coûte le prix de ce... Parce que maintenant, il a un peu baissé le prix du XT5, parce qu'il est plus ancien, évidemment, le XT5, mais ce qui est totalement incompréhensible, c'est qu'il a exactement le même capteur, le même processeur que le X5. Il est évidemment beaucoup plus ergonomique, hein, dans son utilisation globale. Il coûte le même prix, le X5, et puis voilà, vous êtes loin d'avoir tous ces réglages, hein, et puis, enfin, je veux dire, le X5 il est très joli, hein, il n'y a pas de souci. Lui, il est pas moche non plus quand même, hein. Écoutez, ça sera tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas évidemment dans les commentaires, je serai ravi d'échanger avec vous. Et puis donc à suivre, hein, une vidéo plus comparative cette fois-ci entre le capteur 40 mégapixels qu'il y a là-dedans et le 26 mégapixels qu'il y a dans le XM5 qui est en train de me filmer. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner. Au revoir.